monde, bienvenue à Répète-toi ça, c'est Guillaume Dulil avec vous aujourd'hui. Alors, mon compatriote est toujours en repos, Alexandre Bisaillon se repose présentement. Des petits ennuis, je dirais, de santé, besoin de récupérer de l'énergie, donc il se repose encore. On lui souhaite la meilleure récupération. Il va revenir avec nous prochainement. Donc, je suis avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler d'argent, on va parler de finances, ainsi que d'autres choses. On va parler de psychologie et le lien entre les deux parce que j'aime bien le thème de l'argent, cette quantification-là. C'est un peu ce qu'il y a de mystérieux autour de ces données-là, ce qui est l'argent, les ressources financières, comment c'est géré, comment le cerveau utilise ça. On va parler de ça avec quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est probablement le comptable, je dirais, l'un des comptables les plus connus de toute la francophonie. Et ça fait longtemps que j'ai hâte de le recevoir. On n'a pas réussi à s'attraper. On est des gens très occupés. Et c'est mon plus grand plaisir de l'accueillir aujourd'hui, Pierre-Yves McSween. Salut Salut, Pierre-Yves. salut. Content de te rencontrer enfin. Plaisir partagé. Ben, en fait, on est dans un petit milieu, hein, veut pas. Fait que il y a tout le temps quelqu'un qu'on connaît, qu'on croise. Fait que t'es comme toujours proche de bumper dans quelqu'un. Ben, on s'est croisés sur un plateau de TVA, mais on s'est pas croisés. C'est une émission une après l'autre. Puis à radio, tu as remplacé quand moi je partais en vacances. Donc, on s'est jamais physiquement croisés. Oui, oui, oui. J'imagine que tu es plus musclé que moi, mais c'est ce que j'imagine. En ce moment, non, je peux te le garantir. Ça fait 7 mois que j'ai rien fait. Ma maison est en réno. Donc Aïe. là, j'ai comme abandonné cette idée-là pour l'instant. Fait que non, on est sûrement très, très proches. Je doute, mais quand même. Euh, t'es connu pour clarifier des choses. Puis l'aspect vulgarisation, pour moi, c'est très important. C'est définitivement quelque chose qui me touche en termes de communication, en termes de, fa- comment je dirais, d'éducation avec le Ouais, public. Parce que, tu c'est sais, souvent, passionnant. pardon? C'est passionnant. C'est passionnant. Puis, tu sais, je sais pas toi comment tu vis ça, mais moi, ma passion, c'est rendre les choses qui ont de l'air bien, bien mystérieuses accessibles pour que les gens en prennent possession. Moi, c'est mon trip. Je sens que c'est un peu ça ton trip par le biais de ce que tu fais à la radio, par le biais de tes livres qui sont très Mhm. facilement accessibles. Ben, c'est un peu comme toi, c'est que tu prends, par exemple, des situations que les gens vivent. Là, tu les amènes à la théorie. Hum, Puis j'ai vu, quelques-unes de tes vidéos récemment. C'est un peu ça. Tu pars de choses qu'on comprend, mhm, tu amènes avec des mots théoriques, mais tu les ramènes après pour qu'on comprenne bien. En finance, c'est la même chose. C'est mhm, mhm, qu'on mhm. part de: «Je me chicane avec mon chum pour, par exemple, comment on sépare les dépenses. Je me chicane avec ma blonde sur comment on split la mise de fonds». Bon, Mhm. ramenons un peu de finance, de fiscalité, de logique, heu, là-dedans. Puis après ça, ramenons ça à comment on va séparer les dépenses. Fait que la vulgarisation, c'est amener dans la théorie pour ramener dans le réel. Puis Mhm, c'est ça qui mhm. est le fun. Moi, j'aime beaucoup ça. Oui. Oui, puis si tu permets, j'ai Oui, plusieurs questions là. J'ai une vas-y. belle tralée de questions ici que ça fait très longtemps que je prépare cette petite entrevue-là avec toi. Avant, j'aimerais te connaître un peu plus parce que je ne sais pas si tu es conscient, mais tu es un peu une petite bébite pour un comptable, n'est-ce pas? Fait que c'est Ouah, c'est comme, un c'est un look. Il y en a plein des comme moi, mais c'est plus que je parle d'argent avec des involtures. C'est le choix que j'ai fait parce que je suis comme ça dans la vie. Ça fait bébite. Je suis d'accord que ça fait bébite de dire, en petite blague, de parler de finances tout le temps, mais je suis chroniqueur économique, tu sais, je suis pas, c'est comme toi, tu parles de psychologie, ouais. il y a un lien, tu sais? Bon, ben, alors, Vas-y. parlant de toi, là, peux-tu me dire d'où tu viens et un peu ton Vérifie. setup familial? C'est quoi ton univers? Dans quoi tu as grandi? Qui t'a inspiré à t'intéresser à des choses? Comment ça allait à l'école? D'où ça vient, là, ça? Bon, ben, moi, c'est drôle, j'ai un petit gars de 10 ans, tu sais, mon premier, Mmh. puis je le regarde, là. Tu sais, quand tu dis: «OK, toi, je sais exactement toute ta vie va ressembler à quoi parce Ah que oui? j'étais exactement comme toi». Ah oui, Et ah oui. donc, j'étais un petit gars de 2 parents, éduqués, qui me poussaient bien fort à l'école, qui des fois, je trouve, ont peut-être surpondéré l'école, mais ça a été pour mon bien, mais je me suis rendu compte que toute ma vie, c'était répondre à ces attentes-là, si tu veux, d'école. C'était important. La valorisation chez nous, c'était d'avoir des bonnes notes à l'école. Mmh. Parce que mes parents, c'est des boomers, viennent de la génération où l'école te permettait de te placer dans la vie. Et Mmh. donc, dans le sport, dans les classes, dans les activités, dans les talents, peu importe, ce qui était valorisé chez nous, c'est d'avoir des bonnes notes
particulièrement en maths, en sciences, pas en français, pas en anglais, tu comprends? Ouais. Plus que d'être le capitaine de l'équipe de hockey, ça, tu sais, moi, oui, j'avais pas le talent, là. Tu me voyais sur la glace avec mon bâton artiste, tu disais, hé là là, il aime ça, il est plein de vigueur, mais ça n'arrivera pas. Tu sais, il ne sera pas Sidney Crosby, surtout qu'il est plus jeune que moi, Crosby. Mmh. Donc, il y a ça. Puis, pourquoi je m'intéresse à l'argent, c'est, ben, j'avais beaucoup de conscience de ce qui se passait autour de moi, le monde adulte. Pour moi, Mmh. les adultes, c'était des gens matures. C'était des gens. Non, mais pour vrai, non, je sais que ça va te faire rire parce que Non, non, c'est bon. Non, non, en c'est très bon. vieillissant, tu regardes les adultes quand tu es jeune, ce sont des êtres parfaits, matures et supérieurs. Ouais, ce sont des Et quand titans. tu atteins leur âge, tu comprends que c'était des êtres immatures, avec leurs problèmes, leurs défauts, qui cachent beaucoup de choses, hein. Ouais, Moi, je viens de cette génération-là où il y a beaucoup de non-dits dans la génération d'avant. ouais, Donc, on va cacher plein d'affaires pour l'apparence, pour être bien, pour pas créer d'anxiété aux ouais. enfants. Mais moi, je captais ça. Puis j'apprenais Mmh. ça sur moi, sans nécessairement tout comprendre. Donc, la finance, j'ai eu des oncles, des parents qui ont investi un peu dans l'immobilier dans les années 80, 90, puis qui ont vécu euh, les problèmes des années 90 aussi. Donc, Oui. ça m'a permis de voir très jeune qu'il n'y avait pas juste de la magie là-dedans. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai une passion immobilière aujourd'hui, parce que je vois tous les côtés. Donc, je viens de là, je viens d'un monde catholique, francophone, de Valleyfield, où la polyvalente mélange tout le monde, puis que les classes sociales, c'est pas comme à Montréal. Il n'y avait pas de distinction aussi forte là, tu sais, de ton milieu socio-économique. Heu, est-ce que, tu étais un passionné de maths, de chiffres? Est-ce J'étais que valorisé. ah, Pas c'est J'étais ça, pas exactement. passionné. Faire le lien avec mes parents, tu vois, Mmh mh. j'étais valorisé par être bon en maths. Donc, qu'est-ce qui arrive quand tu es valorisé par être bon en maths? Ben, tu te dis: «Il faut que je sois bon en maths». Mmh Et mh. c'était pour mon bien parce que moi, mais à un moment donné, je me suis rendu compte, aïe, aïe, hein, j'ai fait tout mon parcours de finance, pas de finance, mais de sciences, cégep. Je suis rentré à Polytechnique parce que c'était valorisé d'être, quand tu étais un gars en sciences, d'aller à Polytechnique, tu sais. Ouais. Puis après un an à Polytechnique, j'ai dit: «Ouais, mais moi, j'ai des aptitudes qui sont des soft skills». Donc moi-même, j'ai j'ai trop longtemps dans ma vie sous-développé ça. J'étais un gêné. Moi, là, écoute, en secondaire 1, tu aurais dit que j'étais un introverti. En secondaire 1, tu aurais dit que j'avais de la peur de parler en public. En secondaire 2, 3, là, je faisais un exposé oral, là, j'étais comme ça. Pourquoi? Ouais. Parce que le regard des autres était trop important. Mmh mh. Puis à un moment donné, je ne sais pas, il y a un déclic dans ma tête qui se dit: si tu te regardes trop le regard des autres dans ta vie, tu vas te planter puis tu vas avoir plein de regrets. Fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de. Puis j'ai compris que l'humour, c'est niaiseux, hein, tout vient de ton enfance à un moment donné, hein. L'humour, ça passe le message, ça passe la pédagogie, ça te sort de situation et ça te sort de plein d'affaires. Et donc, quand tu es au secondaire, un monde très intimidant, l'humour fait ta place. Puis, je sais pas, Mmh. j'étais taquin aussi. Là, je regarde mes cartes de quand j'étais jeune, c'est marqué notre petit gars taquin. J'étais baveux, là, tu sais. Puis, j'avais Ouais. pas le physique pour être baveux, là, tu sais. Fait que je sais pas. C'est ça un peu. OK. Fait que c'est parce que tu amènes l'idée du renforcement, OK, dans ton Mhm. enfance, le renforcement et la valorisation accordée aux J'en suis mathématiques. conscient aujourd'hui après 40 ans de réflexion, là, mais je ne Mmh. savais pas ça. Mais je pense que c'est ça. Puis, mais est-ce que tu es d'accord que tu avais des aptitudes à comprendre l'abstraction à ce sens-là également? Parce que tu peux pas, même si Mais tu veux j'étais le en première renforcer. classe, là. Tu sais, j'étais en première classe, tu as Ouais, raison. ouais. Mais je travaillais fort. Donc, tu sais, oui, première classe, oui, je comprenais facilement, mais je surtravaillais. Jusqu'à secondaire, là, j'ai trop étudié, tu sais. OK, J'ai trop OK. étudié pour performer parce que c'était comme la valorisation première chez nous. Tu sais, quand Mmh. c'est pas l'apparence, quand c'est pas le sport, quand chez vous, c'est ancré en toi, là, faut être dans le top tout le temps de la performance académique. Mmh. Aujourd'hui, il faut que je leur dise merci si je suis où je suis aujourd'hui, c'est à cause de ça. Mais ça a ses effets pervers sans le vouloir, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire que tu n'as pas faites, tu as mis trop de temps dans les affaires, tu n'en as pas mis ailleurs. Donc, ça passait en premier. Tout le reste passe en deuxième. Mais là, ce que j'entends, c'est une espèce de,
comment je pourrais dire ça? Un amour-haine avec quelque chose, une reconnaissance de l'éducation Ah oui. rigoureuse, de la culture du travail, la persévérance, parce que ça amène plein d'affaires, puis ça a des liens avec la finance, définitivement. J'ai hâte qu'on en parle, là. Mais c'est comme si tu me dis: «Ouais, mais c'est pas que du bon». Donc, mettons, toi qui es père, ça change quoi, là, toi, dans l'éducation puis des priorités que tu fais avec tes enfants? Je ne Mes parents, faut se dire, première des choses, ils ont été des excellents parents. Ils m'ont pas poussé à la performance. Ils ont juste valorisé dans leur discours. Juste Puis moi, j'avais le regard de l'approbation de mes parents, à cause de ça. Et donc mes gars, je vois bien que mon gars qui me ressemble Ouais, veut avoir mon approbation tout le temps. Il fait des choses, puis «Regarde papa, j'ai» et là, je vois qu'il ouais. s'en va dans la même tendance que moi. Donc ce Ouais, que ouais, je fais, ouais. c'est que j'essaie de dire: «Oui, je valorise l'école, puis oui, je sais que ça va avoir des bons impacts», mais je laisse un comment je peux te dire ça? Je laisse vivre, puis que j'y mettrai pas de pression plus, juste qu'ils soient heureux. Tu sais, moi, c'est bizarre à dire, hein, c'est comme si je voulais que mes enfants, soient heureux, puis que je veux les protéger contre les mauvaises affaires de la vie, mais je dis: «Écoute-toi, mon gars», tu sais, puis j'aimerais ça que Mmh. tu sais, des fois, ça me rémotive parce que j'y parle, puis je dis: «Hey, j'aurais aimé ça parler de même à mon père puis ma mère», tu sais, puis mais c'est Ouais, une autre génération, ouais, tu peux ouais, pas. Fait que j'essaie d'être un papa cool, mais en même temps, je suis autoritaire. Je suis ouais, comme ouais. Oui, puis chaque enfant est différent, hein, tu sais, tu as mmh, 2 gars, ça veut pas dire que tes eff complètement. ça, c'est un bon signe de bonne parentalité. Quand tes enfants parce que tes enfants biologiquement sont quand même différents, ça veut dire qu'ils ont des tempéraments différents. Opposé. Tes Bon, élèves pareils, là, puis ça fait 2 modèles, tu sais? Mais c'est ça, mais la bonne nouvelle, c'est quand tu as des enfants qui se différencient beaucoup, ça veut dire que leur individualité est libre, ce qui est une OK, excellente chose. Quand OK, tu as une autorité parentale qui est, je dirais, plus tyrannique ou trop conservatrice, c'est que tes enfants ils vont tendance à trop se ressembler, donc ils vont être trop égaux. Et OK. donc, cette égalité-là est souvent une conséquence de constriction. Donc, c'est une super bonne nouvelle d'avoir des enfants qui sont un petit peu OK. comme ça, en fait. On va leur dire ça. Mais Oui, la patente avec la parentalité qui est spéciale, c'est que, tu sais, à une époque, on voulait rentrer tous les Québécois dans voici le modèle académique est un bon exemple. Tu mets tout le monde dans un moule, puis la performance est évaluée de la même façon pour tout le monde. Puis ça, c'est un problème implicitement, mais on veut que tout le monde ait des tu sais, c'est sûr qu'évaluer la performance, il faut le faire à un moment donné, puis moi, je suis pas du genre de monde à dire qu'il faut que tout le monde soit bien, mais il faut savoir, tu sais, comment aider nos enfants à trouver leur force, puis dire: «C'est là-dessus, toi, que tu vas devenir bon, puis c'est là-dessus que tu vas mhm, performer, puis c'est là-dessus que tu vas te mhm, faire une vie, puis tu vas aimer ça». Et donc tu sais, on se développe dans ce qu'on aime souvent un peu, tu sais? mhm. Et donc trouver ça, moi, c'est vraiment la mission que je me suis donnée, les aider à trouver où ils vont être performants pour eux-mêmes, là. C'est un défi, je dirais pas juste de l'enfance, mais des adultes, mettons des Ben oui, clients que j'ai aujourd'hui. La plupart des gens n'ont pas d'intérêt, n'ont pas de pas de passion. passion, n'ont pas de but clair parce qu'évidemment, c'est intrinsèquement relié. Si Oui. tu as pas de passion, pas d'intérêt clair, tu sais pas où se trouve ta valorisation, tu peux pas oser avoir des buts difficiles, donc il y a rien qui justifie un investissement, donc tu ne penses pas au futur, ce qui est en lien, entre autres, avec les Ah finances. oui? Oui. Tu es en train de me dire que dans le fond, les gens ça a un sens un peu parce que dans le fond, pour performer, faut que tu brûles du gaz, Mmh. puis sans avoir une assurance de rendement. Mmh. Et là, aujourd'hui, on dit aux gens: «Optimise ta vie». Oui, mais développer une valeur, puis j'en parle dans le deuxième livre, je dis justement, tu sais, tu as créé une valeur, c'est en lien avec quelque chose que tu vas développer, mais le monde te dit tout le temps: «Qu'est-ce que ça te donne de faire ça?» Puis quand tu es pas garanti d'avoir un retour, on dirait que s'il y a pas de récompense, quelqu'un de non passionné y arrivera pas. Donc, il ira pas. Fait qu'il développera pas quelque chose qui pourrait être éventuellement payant ou, Oui. valorisant. Puis c'est pour ça, moi, puis on va parler, de la finance. Pour moi, avec mes clients, dans toutes mes formations, il y a un bloc sur les finances parce que les finances ou la création de valeur en général suit exactement les mêmes règles que de la valeur personnelle en Ah termes de ouais? développement personnel, de talent, d'intérêt, conscience de toi, résistance aux interférences, gestion des émotions. Tout ça, ça prend une machine qui fait ça, mais ça prend quelque chose à protéger. C'est comme si tu essaies de bâtir une banque, mais tu as aucune idée d'où vient l'argent. Tu Ou ne vas pourquoi tu le pas fais? dépenser. Tu ne vas Tu pas sais? dépenser à mettre une infrastructure compliquée, puis tu n'as pas de flot d'énergie à gérer dedans. C'est une interaction. Donc, Ben pour là, moi, oui. mais c'est parce que je trouve ça intéressant parce que, excuse-moi de te couper, c'est que à cause du délai, mes enfants, il y a pas que ça, c'est que mettons, quand tu parles de passion puis de but, tu sais,
si j'avais pas d'enfant, Mmh. là, j'ai 42, Mmh. il y a un moment donné que je me dirais: «Mais ce jeu du capitalisme te mène où?» Mmh. Parce que si tu meurs d'un accident demain, Mmh. t'as-tu assez profité? T'as-tu assez tu sais, Mmh. là mais quand t'as des enfants, c'est chaque fois que quelqu'un me dit: «Hey, si demain c'est plate, hein, tout ce beau plan-là, c'est foire si tu meurs demain», je dis: «Non, parce que mes enfants vont l'avoir» et donc quand tu parles de passion, d'intérêt puis de déterminer l'objectif, mes Mmh. enfants, je vois ça comme c'est bizarre à dire puis c'est un peu selfish, mais ils sont comme une assurance d'avoir un sens à la vie que je mène. Parce que même si un jour tout ça perd son sens, je l'ai fait en grande partie pour qu'eux aient une meilleure vie. Alors, si j'en avais pas, je pourrais peut-être dire: «Hey, je lâche tout ça, j'arrête de travailler, puis je m'en vais m'isoler en ermite, puis ça va peut-être me rendre heureux aussi». Mmh. Mmh. Hein. C'est clair que les enfants, probable tu sais, puis encore là, l'idée des enfants, des fois, là, il y a Ah, différents. c'est bipolaire. Des fois, tu te dis: «Il m'empêche de faire des choses parce que j'ai des responsabilités», puis il me donne de l'anxiété, puis il me force à être dans un mode de vie parce que, tu Mmh. sais, je peux pas être dans un 1,5 avec 2 kids. Ouais, Mais tout seul, oui. Je ouais, je peux pas voyager avec mon backsack avec 2 kids tout le temps, mais tout seul, je pourrais. ouais. Tu sais, les choix personnels sont limités par le fait d'avoir fait le choix d'avoir des Mmh. enfants, là. Et le sens des choses, de pourquoi ça donne quelque chose d'investir dans la vie, c'est parce que c'est en échange du sens que ça va te donner, ben, la Oui, contrepartie, c'est la responsabilité qui est le poids d'une responsabilité. Fait que c'est un trade-off. C'est que tu oui, veux quelque chose qui a un fort sens, il faut que tu te donnes avant, puis après ça, ça va te revenir. Fait que ça, c'est ton coût de comme responsabilité. l'argent. Si tu veux un rendement, il faut que tu investisses. Tu as Ben, raison. les gens sont obsédés du profit ou du retour sur investissement sans mise de fonds. Et ça, c'est une obsession en ce moment, c'est-à-dire, moi, je regarde où il faut investir pour que ça me donne directement quelque chose, puis après ça, ça va justifier mon investissement. C'est parce que c'est de l'autre côté que ça fonctionne. Et donc, les Ouais, gens sont dans une obsession. Puis on va parler des plus jeunes générations, là, parce qu'il y a quand même des changements majeurs dans la perception du succès, de ouais. l'investissement et tout ça. Il y a Et une à la obsession du rendement instantané, mais c'est Oui. surtout que pourquoi tu fais ça? Je te donne un exemple. Des jeunes, puis surtout les hommes, je dois t'avouer que je trouve ça très masculin et plus toxique, je te dirais pratiquement, là. Les jeunes hommes se vanter de faire un profit rapide sur un non-investissement et donc j'ai investi là-dedans, je suis sorti de suite, j'ai fait 30 000. Mais dans le fond, ce que tu as fait pour la société, c'est quoi? Tu as pris de la valeur, tu t'es sauvé. OK. Donc si tu fais ça puis tu en tires une satisfaction parce que tu fais un coup sans t'investir, tu as 0 la même valorisation que quand tu investis dans une entreprise, que tu mets ton temps dedans, puis que tu revends à profit ou tu revends à tes employés ou tu trouves un sens à ta vie au travers l'accomplissement que ton entreprise t'apporte. Ouais, Donc ouais. le sens est complètement pas le même, là. C'est ça, de là le tabou avec l'argent, puis on va en parler tantôt. C'est comme l'argent peut être corrélé à des choses qui ne créent pas de valeur et qui n'enrichit que toi à court terme, mais qui donne absolument rien aux autres. C'est un Et vol. ça C'est quasiment un vol de sens, tu sais? Oui, j'ai assez cette perception-là, puis les gens qui ont le sentiment d'avoir réussi à court terme, ils en payent le prix parce qu'ils se retrouvent à un moment donné que soit qu'ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne savent plus quoi faire avec, fait que leur état mental se détériore parce que tu as une conséquence à ça. Parce que ça, c'est une béquille, ça. Si tu ne crées pas de valeur avec beaucoup d'argent, tu es dans la marde. C'est sûr que tu es dans la marde. C'est une question de temps. Tu veux dire que tu veux dire que les gens qui font de la captation de valeur à répétition pour dire: «Mon but, c'est de faire de l'argent pour faire de l'argent», finissent par éventuellement perdre un sens. Sais-tu où j'ai vu ça souvent? Puis même chose avec les gens qui s'investissent trop dans une affaire, des grands gestionnaires ou des propriétaires d'entreprises ou Ouais, dont la définition de leur valorisation sociale vient avec le fait de dire: «Je suis président et chef de la direction d'une banque, je suis président et chef de la direction, je possède telle entreprise» et lorsqu'ils vendent ou qu'ils prennent leur retraite, peu importe le magot, la reconnaissance sociale dans le monde dans lequel on vit, là, boum! ouais, J'ai vu des gens prendre leur retraite, qu'ils se font dire vous, ils se font servir le café, ils se font acclamer. Mais ouais. à partir du moment où la carrière se termine ou va moins bien, Mmh. ils perdent un sens incroyable à Oui, la vie qu'ils avaient oui, et puis là, ils se cherchent des hobbies oui. parce qu'ils n'en ont jamais développé. Ah, Oui, tu puis ils se réfugient dans des renforcements qui sont continuellement externes parce que dans ta motivation, tu as un spectre de type de tu renforcement. t'achètes.
tu Oui, t'achètes oui, des c'est équipements. ça, c'est ça. Donc, mais évidemment, il n'y a aucun achat externe qui va combler un vide comme ça, qui va Non. remplacer le sens ou remplacer la passion ou le goût de prendre des responsabilités pour créer quelque chose de bon pour toi et les autres. Tu ne peux pas l'acheter, cette affaire-là, c'est une démarche personnelle. Et combien de clients que j'ai sont millionnaires et sont complètement anéantis psychologiquement. Leur fortune, se détériore, mais leur état mental se détériore, leur réseau social se détériore. Puis là, ils travaillent à récupérer des affaires. Là. C'est quoi qu'il faut que je fasse pour mousser mes affaires? C'est comme, t'es pas Oui, c'est sa comme bonne dans la track. pyramide de Maslow, tu sais. Leur sécurité est assurée, leurs besoins de base. Puis là, quand tu arrives dans sentiment d'appartenance, tu sais, accomplissement, Ouais. puis estime, tout ça vient ensemble. Puis là, c'est comme tout ça s'effondre. Fait que là, ils comblent leurs besoins de base, mais il manque les étapes du haut qui sont les plus le fun, selon moi, tu sais, Oui. quand tu Mais as le accès. problème, c'est que c'est du travail. Puis mettons, quelqu'un qui a été un peu plus favorisé, quelqu'un qui a un gros quotient intellectuel, puis certaines habiletés d'abstraction, va être capable de plus facilement tirer son épingle du jeu. Parce qu'à un moment donné, c'est un concours de vitesse, de comment tu utilises les C'est différents. les règles du jeu. C'est C'est les ça, règles c'est du les jeu. règles du jeu, puis tout le monde joue au même jeu, puis c'est correct. Il y en a des meilleurs joueurs que d'autres, puis c'est correct. Mais le fait que tu sois capable de jouer à ce jeu-là ne peut pas nécessairement se traduire en pourquoi tu te lèves le matin, pourquoi tu aurais Non. hâte de faire quelque chose, ce qui n'a absolument rien à voir. Ça déprime beaucoup de, tu sais, l'espèce de course de gagner ton revenu, payer ta maison. À Ouais. un moment donné, tu perds de sens. Tu perds tellement vite le sens si tu n'aimes pas ce que tu fais, là. Puis Mmh, c'est un luxe. Puis là, c'est l'autre affaire. Trouver ce que tu aimes, ça m'a pris 30 ans mmh. à trouver quelque chose, puis avoir l'opportunité aussi, parce que, tu sais, le Ouais, monde dit des fois: «Ah, c'est bien le fun, toi, ce que tu fais, tu es bien chanceux, tout ça». ouais. Je dis: «Hey, si vous saviez tout ce qu'il y a derrière, j'ai 42 ans, j'ai l'air d'un kid, mais j'ai 42 ans de vie pour en arriver à réussir à vivre d'une passion, là. Ouais, C'est ouais. pas évident». Mais en ce moment, ça, c'est quelque chose qui est quand même un grave problème, c'est l'espèce de manque de lien clair entre un succès et le travail nécessaire pour arriver là. Surtout dans les plus jeunes générations, si tu voyais les études qui sortent là-dessus, les statistiques qui sortent là-dessus, la déconnexion avec la réalité, c'est vraiment les jeunes nés particulièrement en 1995 et après ont une autre conception du monde, mais complètement. Les postes référendaires ont une autre vie. Mais écoute, il y a une affaire que je remarque, puis un lien avec l'argent, c'est comme le crédit est plus facile, Ouais. ce qu'il y a autour de ce qu'il y a dans leur champ de vision, parce qu'évidemment, quand tu es plus jeune, ce que tes analyses se font avec ce que tu côtoies, ce que tu vois, puis les réseaux sociaux, ça amplifie. Mais la réalité n'est pas ce que tu vois, parce que le financement est complètement différent de la réalité. Je te donne un exemple. Mmh. Tu passes la rue devant chez nous ici, Ouais. toutes des duplex à la rue, là, OK? Ben, on n'a pas des maisons unifamiliales de 3000 pieds carrés. Il y a pas de Lamborghini devant la porte. Donc, un jeune qui passe se dit: «Voici un quartier», tu sais, comme il y en a partout ailleurs. Puis ce même jeune-là va aller au 10-30, va aller dans des maisons immenses, va voir des voitures de luxe partout, puis va être persuadé que ça, c'est un accomplissement, c'est une richesse. Et finalement, si tu regardes l'actif net des 2 quartiers, là, peut-être que c'est pareil, mais que l'apparence n'est pas là. Puis comme c'est très valorisé ces réseaux sociaux de flasher, je ne sais pas Ouais. pourquoi, Ouais. c'est sûr que c'est attirant, là, Ouais. mais ça met un écran de fumée sur c'est quoi la vie? Fait que la finance vient corrompre Mmh. le fond, hein. Ouais. Oui, écoute, j'ai quelques questions pour toi. Vas-y. Heu, bon, j'ai fait un premier bac, en communication/administration et OK. j'ai été absolument, enchanté d'avoir des cours de comptabilité, des cours d'économie et moi, Maintenant, ce que je surtout, comme tu es entrepreneur, tu comprends tes affaires aussi, c'est le fun. oui, c'est sûr, c'est clair, mais j'avais hâte de te poser la question, c'est que j'avais 2 profs, un en économie, un en comptabilité et les 2 étaient en guerre. Un parlait contre la discipline de l'autre. Tu avais les comptables qui étaient contre les économistes qui étaient contre les Ouais. comptables. Puis je n'étais pas capable de distinguer à savoir Les est-ce gens que de c'était finance, pardon? puis les gens de finance, puis Ça, tu les gens. as la finance aussi. Puis Fait c'est que tout, mais c'est tout des guerres de clochers, les ressources humaines. Non, les ressources humaines, c'est soft. Nous, on fait de la vraie. En fait, c'est vraiment un jeu de qui pisse le plus loin, alors que l'administration, puis c'est ça que j'ai aimé dans le bac en administration des affaires avant d'être spécialisé en comptabilité, c'est mmh, que je touche à tout.
quand j'ai fait mon MBA, après, je suis allé rechercher des cours d'économie, des cours de finance, puis j'ai fait un cours en journalisme. Fait que moi, ce que j'aime, c'est mettre tout ça ensemble. Mmh. Tu sais, je me vois un peu dans mon travail comme en médecine, il y a les internistes. Les Ouais, internistes, ouais. ouais. Un spécialiste de l'interne, mais qui n'est pas le spécialiste du cœur ou des poumons ou du cancer, mais lui, il dit OK, j'ai une vision de tout ça, puis je suis capable de faire le lien entre les personnes. Moi, les économistes, parce qu'ils prennent des données puis des théories pour extrapoler ce qui va arriver. Ça, c'est correct. La Ouais. comptabilité prend ce qui est arrivé puis crée des outils d'analyse, des tableaux de bord pour être capable de prendre des décisions. Puis la finance, bien, finance tout ça. Donc, quand tu es un gestionnaire ou une personne qui veut être en business, il faut que tu comprennes l'impact sur le futur, l'économie. Il Ouais. faut que tu comprennes comment je vais financer ma business, mais il faut que tu sois capable de lire. Donc, moi, je dis le comptable, c'est la personne qui lit le livre des résultats financiers parce qu'il y a plein d'entrepreneurs. Je ne sais pas si tu as vu tu sais, WeWork, là, il y a WeCrash, l'espèce de documentaire, ben, pas documentaire, mais série fictive sur WeWork, où il y a des gens qui sont complètement dans leur rêve, mais qui ne voient pas les cash flows de la finance, puis qui ne voient pas la comptabilité. Donc, moi, je pense que c'est un autre langage. Moi, j'aimais ça. Mais est-ce que je te dirais que j'étais passionné par amortir les immobilisations sur combien d'années? Non. Mais j'avais compris que pour lire, il fallait que j'apprenne l'alphabet avant. Donc, Ouais. je vois ça de même. Tu sais. Ouais. 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 Ah, ça m'a tout le temps fait rire, ça, cette affaire-là. Puis, C'est dans tous les domaines, c'est comme ça. C'est des guerres d'ego. oui, Là. oui, oui, absolument. Gars, en psychologie, là, tu as 5-6 approches. Les 5-6 approches ne s'aiment pas nécessairement l'un et l'autre, là, Parce que tu sais. c'est de l'auto, pas satisfaction. Là. Je te dirais que c'est de l'auto-approbation quand tu fais ça. Si Mmh, tu es devant une classe de jeunes, puis tu réussis à convaincre des jeunes d'aller en comptabilité, puis l'autre convainc d'aller en économie, mais chacun se dit, eux autres, ils ont fait le choix de faire comme moi, et donc, ils me donnent l'approbation que je ne suis même ouais, pas sûr de me donner à moi-même. ouais. Il y a quelque chose de très selfish Ah ouais. d'agir comme ça. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée, pour vrai. Mmh, Mais c'est humain, on fait tous ça, on mmh, taquine. mmh. Je l'ai déjà fait, moi aussi, mais pas économie. Moi, je taquinais, je vais t'avouer, relations internationales. Parce que le bac. Non, mais parce que je disais aux gens: «Ah, moi, j'étudie en relations internationales, en commerce international». Je dis: «Parfait, tu veux devenir diplomate? Tu veux faire des affaires?» Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire avec ça, mais ils aimaient ça, c'était cool. Ça fait Donc, on beau. taquine. Ça fait beau, ouais, comme Oui. titre, ouais, ouais. Puis moi, je dirais depuis c'est quand même assez récent dans mon histoire, je dirais pas 6-7 ans Mmh. maximum, j'ai été de plus en plus intéressé par l'économie parce que j'étais tanné parce que pour te faire une histoire courte, en sciences sociales, présentement, il y a des gros, gros billets d'extrême gauche qui se dessinent dans les universités, dans les méthodologies, dans les billets OK. avec lesquels on étudie des phénomènes sociaux. Bref, il y a comme une dérive scientifique Tu en dans train de me dire que les gens veulent arriver à un résultat avant de faire l'étude? 100%. C'est maintenant des activistes qui sont en charge de laboratoires à l'université. Donc, on enseigne ça maintenant. On enseigne strictement des choses qui sont absolument euh, non scientifiques, carrément. C'est une corruption totale des sciences humaines. Puis comment on Euh, fait pour comment on fait pour le détecter? Il y a des articles qui s'écrivent pour critiquer des analyses ou, de moins en moins, en fait. C'est ça. Le problème, c'est que on dirait que tous les éléments, les sciences sociales en général, convergent toutes vers le même discours. Et ça, OK. c'est pas normal, ça. C'était pas de Normalement, tu même es avant. supposé avoir différents points de Ouais. vue, on s'entrechoque. Là, mais ça devient extrêmement unifié. Mettons, là, en sciences sociales dans les universités, c'est sûr les sciences sociales où chaque science a comme des espèces de billets d'intérêt Ah qui est ouais. normal. Je te dis, mettons, en mathématiques ou en économie, ça va être des gens un petit peu plus conservateurs slash de droite. Mettons, on a un ratio 5 pour 1. Normal. En Ah, les sciences 2 pendant sociales, que tu as raison, la représentativité, ouais. dépendant des écoles aussi, tu sais, tu vas aller, Oui, mettons, à l'UQAM ou mais même à l'intérieur, tu sais, l'école des sciences de la gestion est vue comme dans l'ensemble de l'UQAM, comme les gens de droite, tu sais, mais ouais. à l'intérieur du monde de l'économie et tout ça, mais les l'UQAM, c'est vu comme l'IRIS, c'est vu comme, tu sais, l'économie sociale, donc tout dépend de avec qui tu te compares, tu sais. Ben, c'est parce que là, on est dans des courants généraux Mmh. en Amérique du Nord de gauche. Fait que tout se déplace vers la gauche en général. OK. Donc, c'est sûr que si tu vas, mettons, tu as une courbe normale, si tu vas dans tes extrêmes gauche, ben, plus ta moyenne va vers la gauche, ben, ce qui est plus extrême gauche, ben, ça va être les sciences sociales de gauche. Mmh.
Et donc, en psychologie, on remarque que c'est de plus en plus ça. Puis, ce qui était maintenant des ratios normaux, mettons, 5 personnes, je dirais plus de gauche, une personne plus de droite dans les sciences sociales, ce qui fait en sorte que il y a quand même une espèce de Parles-tu de la dynamisation droite économique ou la droite conservatrice, au niveau moral, là? au niveau moral, je OK. dirais. Ouais, au niveau moral. Et là, maintenant, le ratio, c'est environ 30-1. Ce qui fait en Ah sorte ouais! que tu n'as plus d'opposition à des idées pour dire: «Hey, là, les amis, là, vous ne pouvez pas continuer à tout le temps soutenir ce même discours-là». C'est rendu bâillonné. Puis le 30, la personne ou le chercheur qui est l'unique sur 30 est plus publié maintenant. Parce que c'est rendu peer review. Puis les peer Ah oui. review, ce sont des pairs qui pensent exactement la Ouais, même comme chose. c'est une chambre d'écho finalement. Exactement. Ce qui fait Ouais. en sorte que moi, j'ai remarqué, puis je suis vraiment pas le seul, au cours des dernières années, que les sciences sociales ont de moins en moins de crédibilité. Tu lis des méthodologies scientifiques, tu fais ça n'a pas de sens, ça n'a pas de bon sens, ces hypothèses-là, ça n'a pas de bon sens mesurer ça de même. Et donc, je me suis de plus en plus rapproché de l'économie parce que c'est moins contaminé par ces idées-là, c'est un petit peu plus froid, mais je trouvais dans l'économie que ça donne quand même, surprenamment, quand tu t'y intéresses puis tu sais lire un petit peu des tendances sociales, puis il y a de la psychologie à l'intérieur de l'économie. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, la façon de compléter cette analyse-là du comportement Ouais. humain qui est plus objectif, qui est plus database, puis moins idéologiquement orienté. Donc, Mais oui, un exemple que je donne dans le livre, c'est drôle avec ça, c'est de dire des corrélations intéressantes sur les comportements humains. oui, Heu, bon, évidemment, il y a plein de variables dans l'amour et dans les couples, mais une chose qu'ils ont remarqué dans une étude, c'est qu'il y avait une corrélation entre la durée d'une relation mmh. et le score de crédit. Puis là, tu là, voyons donc. C'est que Ah, quand les on va en gens ont parler, un mon score de cher. crédit, ils chicaneront pas. Fait que si les 2 ont un bon score de crédit, ça veut dire probablement qu'ils ont des comportements équivalents et comme le quand tu as une vision un peu équivalente de la gestion des finances dans un couple, comme c'est un des sujets sur lesquels les couples se chicanent le plus, ben, tu auras moins de chicanes et donc il y aura moins de deal breaker. Puis je l'observe chez des gens où il y a eu une séparation à un moment donné parce qu'il y en a un qui canardait la vie de l'autre par ses choix économiques, financiers. Et donc, tu sais, l'économie, c'est de l'offre et de la demande, hein, au sens large, là. Oui, oui, oui. L'économie, c'est pas juste du cash, c'est qui est prêt à sortir avec toi, Guillaume? Ça, c'est de l'offre et la demande. Toi, tu offres quelque chose, puis il y a une demande pour ça. Même chose pour moi. Un McSween, ça attire du monde, puis ça rebute du monde. Donc, il y a dans la vie amoureuse, j'ai toujours dit qu'il n'y a rien de plus économique que la vie amoureuse parce que quand tu te matches avec quelqu'un, c'est l'offre et la demande qui se croisent sans le vouloir. Tu sais. Bon, alors là, mon cher Pierre-Yves, là, on vient de pogner notre sujet. Vas-y. Attention, attention. Euh, je suis tellement content qu'on puisse se parler, Pierre-Yves. Là. Si tu savais comment que je ne peux Ben, pas je suis avoir de content de te recevoir ou conversation tu me reçois. francophonique. Écoute, c'est toi qui me reçois, je te reçois vu qu'on est virtuel. Tu es chez nous, puis chez vous. OK, regarde bien, OK? Ouais. J'ai fait beaucoup de thérapie de couple très, très longtemps. Ah oui? Oui. Toi, tu es un Euh, thérapeute là, avec 2 personnes devant toi. Là. oui, oui, Ah, mais là, en ce moment, je n'utilise pas ce terme-là parce que je ne suis pas dans l'ordre des psychologues, OK, blablabla, des je termes là, comprends. que tu comprends Mais que. toi, dans le fond, juste que je comprenne bien, parce que c'est tellement pété, quand tu dis que je suis une bébite, toi Mhm. aussi, tu es une bébite parce Oui. que tu si on oublie ton côté, je suis un chercheur de tribu qui parle 1000 langages, là, mais le côté psychologique, là, Mhm. ton champ, j'ai de la misère à le définir parce que j'ai de la misère à le mettre dans une case, puis ça, c'est pas un reproche. Mhm. Mhm. J'essaie de le comprendre. C'est où tu commences puis tu finis pour qu'on se comprenne, là, mettons? Tu veux savoir. C'est quoi ton champ d'expertise, c'est quoi? Puis, comme tu dis, je suis pas psychologue. Moi, j'analyse la psychologie. Tu sais. C'est quoi Bon, la nuance, là? OK, ben, regarde. J'ai un doctorat qui est comme le double doctorat, qui est un PhD Mhm. avec un PsyD, c'est que le doctorat clinique. J'ai les deux, OK. OK? Et théoriquement, quelqu'un qui fait ça se lance pour appliquer à l'ordre des psychologues, puis là, tu Donner payes ton frais psychologue. par année, puis là, tu es. Moi, je ne fais pas dans mes intérêts, c'est pas que je peux pas le faire, mais c'est pas dans mon intérêt d'opérer sur des psychopathologies lourdes, OK. OK? Donc, je Je ne fais comprends. pas du clinique, tu Genre, moi, sais? j'ai des problèmes, je peux te consulter ou tu dis non, non, t'es pas dans le problème clinique, là. Oui, tu peux me consulter, mais si tu scores un diagnostic, moi, je vais préférer te référer à un spécialiste Ah, exemple, psychologue je de suis ça. borderline, je suis maniaco-dépressif, je Ouais, suis. Là, tu vas dire, ouais, OK, tu as un diagnostic, je te ouais, sors de mon expertise. Je oui, comprends.
C'est ça. C'est pas que je ne saurais pas quoi faire, c'est juste c'est pas mon créneau, c'est pas ma Je comprends. business, c'est pas mon champ d'intérêt, donc je vais te référer. Mais si tu n'es pas clinique, puis tu veux te développer, tu veux régler des affaires, tu veux développer ta business, ça, tu parles à la bonne personne. Fait que je dirais mon créneau, qui est large là, quand même, c'est Mmh. comment tu développes de la compétence. En gros, OK, c'est ça, et comment tu développes de la valeur. OK. Pour moi, On c'est se ça. rejoint pas à peu près, là. Oui, c'est Ouais. de la valeur personnelle Ouais. et de la valeur financière qui doit être intrinsèquement reliée. Donc, la Mmh. psychologie, là, ça a une tendance à faire une espèce de bulle de moi, je suis heureux dans mon propre monde, puis moi, je suis détaché de la perversion de l'argent. C'est ensemble. On est Ça dans un ça fait partie de système. notre vie, même si on veut rien savoir de ça. C'est tout le temps ça que je dis aux gens, c'est je comprends, puis moi aussi, j'aimerais ça qu'on vive dans un monde où il y a pas d'inégalité, qu'il y a pas d'injustice, puis il y a pas de fiscalité, puis il y a pas mais on vit dans un monde qui est organisé comme ça, puis qu'un être humain sur des milliards, on peut pas dire: «Moi, je vais vivre en autarcie, là, je vais être» tu peux là, mais faut que tu sois aidé par du monde qui t'amène des ressources puis qui te donne une ressource, tu sais. Et aussi, à la défense de ce système-là qui est imparfait, c'est un système qui offre énormément de leviers et de possibilités Ben oui, si tu sais quoi faire avec ces opportunités-là. C'est comme tu te donnes une corde, tu peux te prendre avec facilement ou tu peux faire plein d'autres choses. Ça dépend de ton éducation, ça dépend de ton projet, ça dépend de tes habiletés. Donc, moi, j'aime bien notre système. Il est imparfait. On a toujours besoin de travailler dessus, c'est sûr. Mais quelqu'un qui décide qu'il veut réussir quelque chose et qui est prêt à faire ce qu'il faut, je veux dire, il y en a de la possibilité. Il y a beaucoup de marge de manœuvre. Donc, moi, je te donne un exemple. Ce que tu ouais, fais puis ce que je fais dans un monde, heu préhistorique ou dans un monde, où d même il y a juste 200 ans, où est-ce que c'était des tâches pour accomplir de tu ouais, sais, c'était bien moins écoute, on est né dans la bonne époque où on ouais, peut avoir une vie à la hauteur de ce qu'on aime oui. faire, tu sais. Oui, c'est tout un luxe. Tu peux désigner ton emploi si tu fais l'effort de savoir ce que tu aimes, Tu es développer des chanceux habiletés. aussi, Hein? puis que tu es chanceux parce que ça prend des circonstances, ça prend des talents, ça prend des aptitudes, ça prend un paquet d'affaires que des fois, tu as tout fait ce qu'il fallait. Puis des fois, j'essaie de par c'est très dur au niveau psychologique parce que tu peux dire à quelqu'un: «Tu as tout fait ce qu'il fallait, mais c'est pas arrivé». Puis il y a Mhm. d'autres personnes à côté qui ont fait pas vraiment tout ce qu'il fallait, mais les circonstances ont fait que ça a fonctionné pour elle ou pour lui. Et c'est triste parce que tu vois des déchirements, j'en vois tous les jours. En entrepreneuriat, tu le sais, là, il y a des gens qui se plantent tous les jours, puis il y a des gens qui ont des succès tous les jours. Puis c'est pas toujours lié au travail, puis à la logique, ça arrive. Ben, c'est ça, là, c'est Ouais. une discussion qui est Mais très large. Il y a plein de choses qui font en sorte que ouais, quelque chose marche ou marche pas, puis il y a plein exact. d'indicateurs qui doivent déterminer jusqu'où tu investis, comment tu diminues ton investissement, comment tu réévalues tes Ouais. investissements. Tu sais, tu peux pas juste dire: «Moi, dans ma tête, j'ai tout fait et donc je devrais réussir». C'est parce que la vie, c'est vraiment pas une ligne droite. Donc, faut que oui, il faut investir, mais il faut que tu gages parce que c'est pas infini les ressources. Non, Que ce soit de exact. l'énergie mentale, du sommeil, tes heures en une journée, que c'est toutes des ressources comme de l'argent pour moi. Il faut que tu budgètes ça à l'agenda. Ça te prend un budget énergétique quotidien, puis il faut que tu rentres dans ton argent à chaque jour, idéalement parlant. Écoute, mais là, je t'ai amené ailleurs parce que j'étais un peu TDA, c'est non diagnostiqué sévère. Fait que on parlait de tu sais, tu disais: «Je suis content que tu m'amènes là». On parlait de l'amour, de Oui, l'économie, qu'on se rassemble. Puis là, tu me dis bon. dans mes tu sais, que tu avais fait des thérapies de couple à un moment donné, puis Ben, c'est ça. J'essayais, de répondre à ta question, mmh, mon ouais. frame of work. Là, Tu es tu sais, là, j'ai là, tu beaucoup de comprends. connaissances en psycho. Moi, je fais du développement des entrepreneurs, sur n'importe quoi. C'est positif finalement ton affaire, c'est une quête C'est cent pour positive. 100 positif. Ce n'est que du développement. En gros, c'est ce que je fais. Fait que dans mon doctorat, ben, c'est sûr, j'ai fait un doctorat recherche en neuro, ce qui me rend assez ferré en neuro, puis en cognition, puis en recherche, puis l'aspect clinique aussi. Fait que je te dirais, c'est ça. Puis c'est sûr, mixé avec, tu sais, je dirais mon background d'athlète, mon background de voyage, mon background en entrepreneuriat, tout ça. Ça fait en sorte que j'ai plusieurs, je dirais, outils et plusieurs capacités à comprendre différents milieux. Parce que chaque milieu a comme ses propres spécificités aussi, tu sais. Mmh. Fait que ça répond-tu un peu à ta Oui, oui, question? oui. Oui, OK. vas-y. Bon, revenons au couple puis l'argent, puis, ce que tu disais là, le crédit là, dans le couple qui était un Ouais. prédicteur, OK? Moi, je trouve ça tellement le fun de parler de ça parce que ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, le niveau d'endettement est fortement corrélé au niveau d'évitement émotionnel. C'est-à-dire, Ben plus oui. une personne a la tendance à l'évitement consciemment ou non consciemment,
tu vas avoir la plupart du temps une trace dans les données financières, puis tu vas avoir un niveau d'endettement, puis pas un endettement stratégique, un endettement relativement aléatoire, non géré, qui fluctue beaucoup ou qui a tendance à s'accroître avec le temps. Donc, C'est drôle que tu dises ça parce que ça, je l'ai observé de façon non scientifique, c'est-à-dire donc que parle-moi de ça. C'était ma prochaine question. Qu'est-ce que tu vois, toi, quand tu regardes un bilan puis la personnalité de tes ben, clients? la personne qui fait l'évitement Hmm. c'est- financier, là, moi, c'est comme si j'étais capable de faire le lien entre une personne qui est qui a cette stratégie-là dans sa vie personnelle, puis avec ses finances. Exemple, puis moi, c'est par des formations professionnelles, des fois, les gens me parlent d'argent, puis c'est par l'évitement que je pogne le monde. Tu sais, quand OK. j'ai déjà quelqu'un qui a tu sais, un exemple bien facile, tu sais. La personne, je l'engageais pour faire des travaux, puis je dis: «Là, je veux une facture TPS, TVQ», tu sais, parce que moi, je veux payer quelqu'un légal. La personne me faisait des factures TPS, TVQ, mais elle avait une tendance forte à éviter le sujet quand je dis: «Ouais, mais comment tu vas faire ça?» parce que, tu sais, comme et finalement, je me suis là, à un moment donné, j'ai dit: «Caroline Pierre-Yves, tu as manqué de prudence». Je suis allé sur le site du gouvernement, puis je suis allé voir TPS TVQ, ben, il y avait sa TPS TVQ était révoquée depuis 3-4 ans, là, au moins, là. Et donc, la personne faisait de l'évitement à chaque fois. Et j'ai remarqué que c'est une personne extrêmement anxieuse. Et donc, la personne, des fois, quittait le chantier en disant ben, je vais revenir parce que je suis anxieux. OK. Et dans le fond, c'est sûr que quand tu as des problèmes, l'anxiété est un symptôme, tu sais, Oui. et quand tu fais de l'évitement, puis c'est drôle parce que je suis tombé sur une de tes capsules récemment, puis j'ai dit, ben oui, non, je suis d'accord avec lui. Le premier mécanisme anti-anxiété, c'est j'évite le sujet, c'est comme si je gelais l'anxiété. Ouais. Puis l'alcool sert à ça, le sport à l'extrême sert à Le ça. crédit impulsif sert à ça. Le crédit impulsif, l'autosatisfaction, comme tu fais du crédit, tu n'as pas besoin de travailler pour parce que tu as du crédit impulsif et donc tu peux te geler tout de suite puis penser à demain. Et donc, ce que j'appelle les loose cannons financiers, pas parce qu'ils n'ont pas une bonne job, pas parce qu'ils n'ont pas. Ceux qui sont en train de se détruire financièrement, il y a souvent de l'évitement de regarder la réalité en face. Il y a souvent de l'évitement de regarder la dette en face, puis de l'évitement de regarder leurs responsabilités professionnelles en face. Et ils Mmh. réussissent toujours à trouver une raison d'évitement. Oui. C'est la faute de quelqu'un d'autre Oui. ou d'un système. Oui. Puis Oui. jamais ils vont se dire hey, c'est moi le pas bon là-dedans ou la pas bonne là-dedans. Mmh. Parce que c'est pas une question d'incapacité de générer des revenus ou de travailler. C'est un comportement que j'appellerais autodestructeur par l'évitement. C'est spectaculaire. Puis c'est ça que je trouve, moi, important avec l'argent, de réconcilier le fait que l'argent, là, ça va être une conséquence de qu'est-ce que ton cerveau fait comme décision. Tu peux pas dire: «Mais le système m'enrichit pas». C'est comme un instant, là. Avant de commencer à faire une attribution causale à l'externe, est-ce que tu as fait le bare minimum de ce que tu devais faire pour avoir tes 4 lignes financières en place? C'est la première chose. Et donc, heu, je dirais l'évitement, les émotions négatives, le manque de responsabilité, l'endettement et la pauvreté, ça va ensemble. Ben, Donc évidemment, quelqu'un il y a la pauvreté qui est systémique, c'est-à-dire que tu es né dans une place où tu n'avais pas de ressources, tu n'as pas eu d'aide, tu n'as pas eu d'éducation. Mais une fois que tu es arrivé à. Moi, ce que je dis aux gens, je dis OK, il y a ça dans la vie, là, mais une fois que tu es arrivé à j'ai atteint le seuil minimum des possibilités, tu as fait des oui, choix, oui, oui, tu as pris des risques ou tu n'en as pas pris, puis après ça, tu as eu un comportement financier. Puis c'est tellement facile ouais, de détruire sa vie financière. Ça oui, prend pas grand temps. Moi, je peux oui, sortir d'ici, là, aller, je te dis, je rentre chez Lamborghini, là, ils vont m'en louer un char, là, ouais, parce que je vais passer au crédit. Mais logiquement, je n'ai pas de garage. Je veux dire, c'est un char de 200 000 à 300 000 minimum. Je veux dire, ça ne rentre pas dans mon budget que je me fixe. C'est impossible. Mais ils vont même là parce qu'ils vont regarder mon chiffre. Donc, si tu te fies sur l'acceptation du système externe à toi pour te dire si tu peux ou non faire quelque chose, tu vas souvent te faire dire oui jusqu'à temps que tu sois rendu au oui, mur. Et donc, oui, ceux qui pratiquent l'évitement puis le crédit comme source de, de- de- d'exultation, quasiment. Ils exultent par le crédit, ils s'endettent oui, puis ils consomment. oui. Mais le jour où ils sont arrivés où est-ce que le crédit devient un problème, ils n'en ont plus de porte de sortie. Parce que, Et tu voilà. sais, D'où la dépression, ah parce que oui, la dépression, c'est quand ton système anxieux d'évitement, tu ne peux plus l'utiliser. Il est soit out of order, soit il est surutilisé, soit il est épuisé, soit c'est plus une stratégie. Ce qui fait en sorte qu'en un clin d'œil, tu es face à l'accumulation de tes défis émotionnels. Puis moi, je compare ça constamment avec le huissier émotionnel. C'est-à-dire, un moment donné, ton cerveau, il fait
Ah oui. Allô, c'est Puis là, c'est là, tu as un aujourd'hui. breakdown, là. C'est là, là. Je te C'est tu saisis. payes le bill ou tu as un camion qui vient chercher ton stock chez vous. Ça, c'est une dépression. Une dépression est fortement corrélée à l'accumulation de dettes émotionnelles. Puis à un moment donné, comme n'importe quelle carte de crédit, le cerveau a une limite à ça. Et quand tu atteins ta limite, il y a des conséquences. Donc, moi, je trouve ça absolument incroyable, les liens qu'on peut faire avec la finance puis le comportement individuel. Puis une des raisons pour lesquelles les relations ne durent pas lorsqu'il y a un endettement ou un mauvais crédit, c'est parce que c'est une conséquence généralisée d'évitement de sujets de conversation et de responsabilité Ouais. personnelle. Alors que le but de créer une relation à long terme, c'est constamment des chicanes, des confrontations, des négociations, c'est adresser des affaires, c'est payer ta carte de crédit à chaque conversation. Puis si tu l'utilises comme ça, ta carte de crédit, bien, tu utilises un crédit correct. Mais qu'est-ce qui arrive si tu n'as pas les outils pour payer ton minimum à chaque mois dans tes conversations émotionnellement? Ben, le bill s'accumule, puis tes sujets de conversation problématiques s'accumulent avec le Là, temps, ça te tes pète d'en relations se face, c'est sûr. détériorent. Mais on le Fait que, fait tous, tu sais. Je pense que l'évitement, même quand tu es pas conditionné, moi, je suis pas conditionné pour l'évitement, là. Je suis tu sais, si j'ai de quoi à me reprocher, je vais me le mettre je vais l'accumuler dans mon sac à dos de la culpabilité. Et ça aussi, ça crée de l'anxiété parce que ouais, ton sac à dos, à un moment donné, comme tu dis, il est plein puis tu n'en peux plus. Puis, tu sais, ouais. puis là, il y a 2 genres de dépression parce que moi, je n'ai jamais fait de dépression, je n'ai jamais fait de burn-out. Mhm. Mais j'ai découvert avec les années que j'ai de l'anxiété familiale. Et ça, OK. il paraît que c'est génétique un peu des fois. Je ne sais pas si tu peux me contredire là-dessus. L'anxiété des parents, des fois, t'es transmise. Oui, c'est juste que la transmission est en partie biologique, en partie reliée à l'éducation puis à la Bon, contagion du système puis, d'évitement. puis en plus de ça, c'est que tu as ce qui t'arrive. Puis comme tu dis, j'ai vraiment cliqué sur une de tes vidéos parce que tu as dit que, tu sais, comme l'évitement est d'une façon de gérer l'anxiété, puis c'est vrai, parce que moi, je ne suis pas un grand anxieux dans le sens que. Mais j'ai jamais mis le mot anxiété sur ce que je vivais dans ma vie. Moi, j'ai toujours pensé que c'était du stress. Mhm. Alors que le stress, c'est quelque chose qui peut être positif. L'anxiété, c'est pas positif. Fait que dans le fond, si tu surpenses à quelque chose, comme les dettes, c'est un bon exemple. Les gens qui ont des problèmes financiers, ils sont tout le temps dans l'évitement, puis je leur dis tout le temps arrêtez d'éviter, ça va vous péter d'en face. Et donc, plus tu gères vite, plus les conséquences, puis comme tu dis, ta paye émotionnelle à parler à l'autre va être moins grande. Fait que Ouais, ouais, c'est pareil dans la vie de couple, mais personne n'est parfait, puis tout le monde veut éviter ouais, parce que c'est plus facile, ça fait moins ouais, mal, ouais, mais l'évitement, à un moment donné, il te pète d'en face parce que tu as trop évité. Puis là, à un moment donné, ton paquet il est haut comme ça. ouais. Mais c'est triste parce que la société nous met de la pression aussi pour adopter des comportements, puis être d'une certaine façon. Puis quand tu dis, moi, c'est pas ça, moi, ce que je suis, c'est pas ça ce que je veux, mais que la société te pousse. Moi, je compare ça à l'époque où les gens voulaient s'émanciper puis que les valeurs chrétiennes les empêchaient. Mais on a la même chose, mais au lieu d'être la religion maintenant, c'est le jugement de tout le monde autour. Mm. Puis ça nous crée de l'anxiété. Tu sais. Mais tu sais, pour moi, pour avoir voyagé un petit peu partout, faire de la survie, tout ça, aller dans des Mhm. sociétés très avancées, très Très modernes, très hétéroclite. Là. traditionnelles, euh, l'environnement veut toujours te manger tout rond. Ah ouais, Faut, hein? ça, là, il faut Il n'y a pas vraiment. personne qui est zen dans le monde. Il n'y a pas une Mais culture. non, Ah c'est non? un mythe. L'environnement, c'est fait pour manger ce qu'il y a dedans. OK. C'est Wow. c'est Ouais. comme si tu laisses un 100 pièces à terre, puis là, tu t'attends qu'il va être là demain. Mmh. L'environnement va le prendre. C'est fait comme ça. L'environnement, ça se sert. Fait que nous, comme humains, dans nos pensées, nos émotions, nos ressources, mais l'environnement veut nous rip apart tout le temps. Ben moi, T'as-tu déjà. j'ai vu l'entrevue de un moment donné de Brad Mulroney, il y a une couple d'années, puis j'avais trouvé ça fascinant. Une couple d'années, ça doit être 20 ans, là, tu sais, Ouais, ouais, ouais. et 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 il avait dit quelque chose d'assez ça m'a marqué, puis ça a influencé ma vie, tu sais, de dire que ta vie personnelle est influencée par Brad Mulroney, c'est drôle, parce que je l'ai croisé une fois dans ma vie, c'est qu'il rentrait dans la tour où je rentrais, puis j'ai tenu la porte. Pas sûr qu'il s'en OK. souvient. Et et Brad Mulroney avait dit à un moment donné, tu as l'environnement dans lequel tu évolues. Puis là, tu as le gouvernement américain qui est Ronald Reagan, qui est le président. Puis toi, tu es le Canada, tu es Brad Mulroney. Tu sais. Puis il n'y a pas de libre-échange. Puis là, tu te dis, libre-échange, ça pourrait être bon pour nous autres, mais c'est un sujet. Mais il dit, les États-Unis ne se lèvent pas le matin en disant, le président ne se lève pas puis en se disant, What can I do for Canada today? Il n'y a personne qui se lève dans ta vie pour te dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et donc, personnellement, il faut que tu arrêtes de penser que dans une job, ton boss pense à toi, ton boss pense à lui.
Ton boss veut que tu fites Oui, d'une case de dire tu es une ressource, tu es content, j'essaie oui, de te contenter, mais va-t'en pas trop parce que moi, j'ai besoin de toi. Et donc, tout le monde pense implicitement, c'est humain, oui, à son oui. bien-être. Et donc, il n'y a personne qui va se lever un matin pour dire Pierre-Yves, là, je le vois dans ses aptitudes, là. C'est pas ici qu'il devrait être, c'est dans telle compagnie, dans telle. Ben non, fait que c'est juste toi qui. Le jour où ce déclic-là, moi, c'est fait avec Brad Mulroney, puis chaque fois que quelqu'un me dit Ah, mes boss me donnent pas de chance, je dis ton boss, il se lève pas le matin en se disant What can I do for Guillaume Dulude today? Oui. Puis ça, c'est con, hein? C'est une discussion politique que j'ai amenée dans ma vie personnelle. Puis maintenant, je me suis Ouais. dit Faut que tu aies un plan. Donc, je me suis écrit un plan à cause de ça. Mais c'est magnifique ce qu'on parle là, parce que encore là, ça revient tout le temps à la même chose. C'est une jungle, il y a plein de possibilités, mais sans ton plan à toi, Il n'y sans a rien qui se passe. stratégie précise, tu es mort. Si tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu transfères tes responsabilités à la jungle, à l'environnement. Puis la Puis jungle n'est guess pas pour what? ton bien. Tu sais, la jungle, elle ne travaille pas pour Jamais. toi. Jamais! C'est parce que c'est pas fait comme ça. Puis c'est pas parce que le monde est evil. Le monde n'est C'est comme pas ça. evil. Le monde est busy. C'est Oui. très différent que de dire on est dans une société malveillante. Non, on est juste dans du monde qui ont un paquet d'intérêts dont toi, tu en as, puis tu dois négocier. Ça veut dire que tu clarifies des choses, tu calls des meetings, on fait des Ouais. deals, on s'oppose, on fait quelque Ouais. chose ensemble, puis là, ça devient Faut win-win. que tu sois capable de vivre la confrontation positive. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu te pognes quelqu'un que tu l'haïs, puis c'est pas parce que tu es en désaccord avec un boss sur ta rémunération, mais il faut que tu sois capable de t'évaluer. Mais moi, je dis souvent, quand j'enseignais à l'université, je disais tout le temps, voyez, êtes-vous déjà allé à Old Orchard Beach? Puis ils me disaient, Old Orchard, oui. Bah, en tout cas, dans le Maine, sur le bord de la côte américaine, où l'eau est frette à t'en couper le sang. Je dis, il y a deux façons de faire face à la vie. Tu rentres dans l'eau, puis tu sais, tu attends que la vague te frappe, puis ça fait mal, puis c'est fret, puis où tu te mets dans. Là, je ne vais pas dire ça parce que j'ai les coachs qui disent tu es dans le mauvais mindset. Là, je vais te dire plutôt, tu sais, tu es dans un état d'esprit que tu vas lutter, puis tu es prêt à lutter. Puis tu peux comparer ça à l'entraînement physique. Mettons que tu viens pour lever un poids. Et si tu ne décides pas de te donner un coup, ben, tu vas trouver ça trop lourd, tu ne le lèveras pas. Mais si tu dis je mets mon énergie là-dessus, ben, je frappe la vague Oui, avant que la vague me frappe, ben, c'est un peu ça dans la vie de business. Si tu n'as pas de plan et tu attends que la société te mange, tu vas être oui, mangé. Tu vas être de la oui, bonne bouffe pour la oui. société. Tu vas être un bon soldat. Et Mais tu ce n'est vas pas toi qui vas bâtir avoir le des bénéfice. schémas de victimisation aussi. Mhm. Ça veut dire que tu bâtis le fait qu'il n'y a rien de bon pour toi, puis que tu es constamment impuissant dans ce monde-ci. Et ça, c'est une mauvaise relation avec le monde qui fait du dommage, là, mon cher, là. Et ça ne fait que s'accroître dans les plus jeunes générations où sont sûrs qu'il faut qu'ils révolutionnent le monde au complet. Puis là, ils vont commencer à être bien. Parce que C'est ceux qui un... demandent, là, tu sais, ceux qui demandent, ou ceux qui font des plans, puis qui font des demandes, puis qui se Oui, mettent en valeur, puis qui développent de la valeur, oui, eux autres, les opportunités leur collent dessus parce que j'ai oui, toujours dit, si ton produit ou ce que tu offres ou ce que tu es oui, a de la valeur sur le marché, oui, les opportunités arrivent parce que le monde veut t'avoir, veut oui, toi. Mais oui, si tu t'attends que la vague te frappe, ce qui va oui, arriver, c'est oui, qu'il n'y a personne qui va se lever pour te donner une opportunité. Puis dans le fond, tu mhm, vas recevoir juste les restants. Fait que tu n'auras jamais un job qui t'accomplit, tu n'auras jamais oui, une vie qui t'accomplit. Tu vas oui. avoir des restants. Oui. Tu sais, Puis tu ne bâtiras pas de richesse. Fait que tu vas développer un schéma de oui, mais l'argent, c'est une mauvaise chose. Oui, mais finalement, c'est. qui est de l'évitement, dans le fond, de faire face à des Et questionnements. voilà, et voilà. C'est exactement ça. Fait que quand quelqu'un dit ah, j'ai pas assez d'argent, je ne suis pas reconnu. Eh boy, c'est sûr que ce n'est pas ça le problème. Tu ne sais pas comment te mettre en action, tu ne sais pas comment gérer de l'anxiété, tu ne sais pas comment faire un plan, tu ne sais pas comment négocier, tu ne sais pas comment faire face à la fameuse vague à Old Orchard, tu ne sais pas comment y aller. Donc, la vie, je veux dire, va manger des bouts de toi, puis tu vas rester atrophié, si je peux dire. Puis l'autre affaire, c'est que le monde dans lequel on vit est foncièrement injuste. Fondamentalement, il y a des Oui, gens qui naissent avec un capital économique, un oui, capital en finance, qui oui, n'a pas de bon sens. oui, Et moi, je suis le stéréotype de vie moyenne, jeunesse moyenne, paye tes études, travaille au McDo, travaille à l'usine, me paye un bac, continue. Mais je suis arrivé dans le marché du travail avec des gens qui avaient plus de capital que moi, j'en aurais dans toute ma vie au jour 1. Puis moi, je vais passer ma vie. Fait que c'est extra. Si tu te concentres sur ce que les autres ont, puis que tu as envie ce que les autres ont, tu t'en sortiras pas parce que les autres en ont toujours plus quand tu viens d'un milieu modeste ou moyen. oui, Et donc,
Ça, c'est la première affaire qu'un de mes collègues m'avait dit, puis je l'ai mis dans un des livres. J'ai dit, lui, il m'a dit, Pierre-Yves, ce que les autres ont, ça t'enlève rien. Mhm. Et ça, je sais que c'est facile à dire, mais c'est dur à accepter. Et une C'est fois parce que tu que as accepté ça, la mmh, comparaison, c'est de l'évitement. OK? Quand tu te compares, puis tu déclares qu'il y a une injustice, tu n'es pas obligé de travailler sur toi. Tu peux commencer à travailler sur l'environnement. Puis à te fâcher de l'environnement externe. Ben oui, c'est toujours plus facile de se fâcher vers quelque chose qui n'est pas toi. Mais dans le fond, tu es fâché contre ta déresponsabilisation. C'est un pur et simple déplacement émotionnel. Donc, ça sert à essayer d'agir sur quelque chose, donc diminuer l'impuissance à court terme, mais tu as la mauvaise cible. Puis comme ça ne te reviendra pas, ça te garde actif sans arrêt sur la même cible externe sur laquelle tu n'as pas de contrôle. Fait que c'est non-stop. C'est un paradigme qui te place dans une position où tu es en lutte constamment et qui te fait survivre émotionnellement parce que tu dis au moins je travaille pour une cause. Mais l'autre C'est pas- comportement humain, c'est de dire puis tu vas l'observer très, très souvent. Puis moi, je n'ai pas étudié en psychologie comme toi, mais je suis un observateur très curieux. Hum, Tu as des gens qui, par exemple, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme leur mode de vie, ouais. vont tout de suite être en mode défensif parce que, par exemple, tu fais un choix professionnel qui n'est pas celui des autres, les autres vont dire: «Qu'est-ce que ça te donne de faire ça?» Pourquoi? Et ils vont parce que ce que tu es en train de faire, c'est proposer un chemin différent à leur propre chemin. Et donc, le premier réflexe humain, c'est de dire: «C'est pas bon, c'est pas pour moi». Ouais. Alors que, parce que dans le fond, ce que tu es challengé, tu sais, si tu te fais challenger, c'est un Puis peu quand tu es ça. challengé, ben, un challenge, c'est par définition un stimulus que tu as d'en face qui fait monter ton anxiété. Il n'y a pas de challenge qui te garde neutre ou confortable émotionnellement. C'est soit que tu as un sentiment négatif ou un sentiment positif. D'habitude, un challenge va avoir de l'anxiété, OK? Mais là, la question, c'est quel dosage d'anxiété, un. Et deux, il peut ou non y avoir aussi des processus d'émotion positive parce que, par exemple, un challenge peut être associé à un objectif important pour toi, puis tu le vois là, que Mmh. ce challenge-là va t'amener quelque chose. Donc, mais Mmh. ça, il faut que ça soit établi. Mais si tu n'as pas d'objectif clair, si tu ne te sens pas motivé par grand-chose, tout ce que tu vas avoir, ça va être une vague d'anxiété, puis tu vas avoir une rétractation. OK. Donc, un état statique. Tu vas rester là. OK. OK. Donc, puis par rapport à l'endettement, mettons que je travaille avec une personne, il y a différentes choses qui font en sorte qu'il y a des prédicteurs de succès dans le développement humain en général. Je te donne un exemple. Une personne qui prend des psychotropes sur une base régulière, une personne qui souffre d'alcoolisme, tu ne peux pas t'en occuper. Parce que ton intervention ne peut pas combattre un psychotrope. Ça ne se peut pas. Parce que Mais ça l'alcool, c'est prend. dangereux parce que c'est très difficile. Il y a des niveaux, tu sais. Puis moi, j'en prends de l'alcool comme bien des gens. Hum, Puis ça fait ça fait pas beaucoup d'années que je m'avoue les risques. C'est-à-dire qu'un soir que je prends de l'alcool, il faut que je sois conscient que le lendemain, mon état mental peut être un petit peu dépressif à ouais. différentes échelles. Puis si je suis dans une période de grande anxiété, ça va être épouvantable. Le Oui, lendemain, le ciel va me tomber sur la oui, tête. c'est vrai. Et Hum, donc, sachant ça, il faut que tu dises, faut que je consomme moins d'alcool dans des situations où je suis mhm, anxieux ou que mhm. j'ai de la pression ou que j'ai des livrables parce que ça influence mon humeur, ma capacité à gérer. Puis l'anxiété, là, la première conséquence dans ta gestion de financière, c'est d'avoir des relations humaines de marde. Parce que, excuse-moi le terme, tu n'es pas patient parce que tu capotes. Tu sais. Fait que Hum, ça, il faut que tu gères ça. ouais. Et tu as raison. Si la personne décide de se détruire, elle va se détruire puis tu peux rien faire. Fait que, tu sais, autant, tu sais, tu as beau avoir là, un paquet d'outils d'intervention, tu sais, j'en ai des outils en masse pour aider des gens, mais c'est comme, c'est parler avec quelqu'un, là. Mais là, il faut que je me batte contre les facteurs qui augmentent l'anxiété, donc qui augmentent l'évitement. C'est comme, le but, c'est de faire face à plus d'affaires. Évidemment, Ouais. je donne des outils, mais le but, c'est quand même de faire face à des choses qui vont augmenter ton anxiété. Si les mécanismes d'évitement sont plus forts que tes stratégies d'exposition, on ne rentre pas dans notre argent. Puis, tu Donc, sais, l'anxiété, en plus, oublie pas que l'anxiété liée aux dettes, il peut être des deux bords parce que tu peux avoir des gens qui ont des bonnes dettes. Moi, j'ai des bonnes dettes, ouais. mais j'ai des mécanismes de rationalisation parce que quand tu regardes ton bilan bancaire, tu vois Ouais. une dette énorme, mais c'est juste parce que tu as décidé d'avoir des actifs que tu peux vendre. Et Mhm. donc, il faut que tu sois capable de rationaliser ça et de te dire:
Hey, dans le pire des cas, tu vends tel bloc, tu n'as Ouais. plus de dette. Tu comprends? Oui, oui. Ben, encore là, avoir une dette qui a un plan autour, c'est pas vraiment juste une dette basée sur de l'évitement. C'est une stratégie C'est une financière stratégie qui est là. de Ex- financement, tu as raison. C'est ça. Fait qu'une personne qui est autant qui consomme, qui est alcoolique ou qui a un trop gros endettement hors contrôle, je dirais, c'est quasiment une priorité d'intervention de rétablir la situation financière avant de commencer à partir sur des affaires de psycho et tout ça. Parce que ça ramasse une personne au complet, puis elle ne peut pas bâtir sa valeur. Elle sait qu'elle est en dette. Son cerveau le sait qu'elle est en dette. Ouais, puis tu sais, souvent, il y a une raison. Pourquoi tu agis mal avec l'argent ou que tu aies fait de l'évitement, il y a toujours la raison. Puis c'est comme dans n'importe quel problème psychologique. Si tu trouves la cause de ton comportement, Mm. ça règle déjà en partant ta relation avec l'argent. C'est des gens que je connais qui, à une époque, qui avaient de la misère à en parler puis qui avaient des troubles avec le fisc. Puis aujourd'hui, ils sont à leur affaire parce qu'ils ont éliminé l'anxiété qui est liée à ça, parce qu'ils Ouais, ont changé leur comportement avec l'argent. ouais, ouais, ouais. Si on exporte la notion d'évitement, là, on a parlé, mettons, de Mhm. l'évitement sur le plan individuel, sur le plan du couple, quel serait, selon ton analyse, l'évitement au sens institutionnel, gouvernemental canadien? Comment le gouvernement est un gouvernement évitant, Ah, selon toi? Qu'est-ce selon. qu'est-ce qu'un un gouvernement évitant? Évidemment, on a l'inflation pour nous aider à nous alimenter là-dessus. J'aimerais ton analyse sur, on utilise la même grille d'analyse d'évitement. Ben, Qu'est-ce que l'évitement, l'évitement, moi, selon toi? d'un point de vue critique, là, avec ma job, il y Ouais. a deux évitements que le gouvernement fait. Le premier, ben, plusieurs. Un, faire croire aux gens que l'accès à la propriété est lié à une intervention gouvernementale. Exemple, oh, on va donner plus de chances pour accumuler un cash down sur une maison. Ouais, mais si tu mets plus de cash down sur une maison dans les mains du monde, il y a plus de monde qui peuvent acheter, donc les prix qui sont prêts à payer sont plus élevés. Donc, c'est l'offre et la demande. Ça prend plus d'offres, ça prend plus de maisons. S'il y a plus de maisons que de demandes, s'il y a plus d'appartements que de demandes, s'il y a plus de densification que de demandes, ben, ça va automatiquement générer un prix qui a plus de sens. Et donc, ça prend des briques, puis tu sais, ça prend des fondations, ça te prend des immeubles. Point. Fais des choses pour faire ça, t'améliores. Mais Mets des pourquoi ça conditions se fait gagnantes. pas? Hmm? Pourquoi il y a évitement de cette façon-là? Pourquoi Parce que ça c'est va bien, tout c'est simple ce que tu long. dis? C'est systémique, c'est long. Il faut des terrains, il faut prendre des calls. Tu sais, comme, faut dire au monde, il faut un peu s'arranger tout seul dans la vie. Puis ça, c'est pas facile à dire. Le deuxième évitement, c'est l'évitement fiscal. Notre système fiscal est basé sur les revenus des gens, sur les revenus annuels. Pas sur les actifs, parce qu'on se dit, bon, on a déjà taxé les actifs, c'est parfait. Mais on taxe la richesse en fonction des revenus. Donc, un pauvre qui fera un gros salaire une année aura une facture fiscale incroyable. Un multimillionnaire qui n'a pas beaucoup de revenus, mais qui a beaucoup d'actifs, ne sera pas imposé. Bien, donc, l'évitement, c'est de dire notre système a tellement d'imperfections, puis ça, c'en est une imperfection. L'autre évitement, c'est de fermer les yeux sur l'ensemble de la fraude qu'il y a. C'est que notre gouvernement fait tellement pas peur au monde, il n'y a tellement pas d'argent investi à pogner les fraudeurs, puis il y a tellement pas de monde qui se font pogner, que ça crée de la frustration sociale. Tu sais, si mon voisin fraude, puis il y a 3 bateaux, puis moi, je travaille comme 2 fois plus que lui, puis que j'ai la moitié de ce qu'il y a, je vais avoir de l'anxiété, de la frustration. Et donc, ça, c'est d'évitement. Et finalement, au Canada, on a mis en place des structures qui s'appellent des sociétés incorporées, donc qui payent l'impôt corporatif. Donc, tu es en business, je suis en business. Moi, j'ai une société incorporée, puis c'est normal. Je me verse un salaire. Puis moi, je ne suis pas gêné de le dire, je me verse environ 170 000 par année, mais c'est pas 200. C'est pas optimal. Si je voulais être optimisé, là, puis jouer avec le système le plus possible, je vivrais dans un petit coin perdu, j'aurais une maison payée cash, puis je me payerais le minimum pour payer mes enfants, puis là, je recevrais des allocations du gouvernement. Donc, le gouvernement base les allocations puis l'aide basée sur le revenu déclaré à la ligne X. Mais ça aussi, c'est une aberration. Tu sais que tu fais de la distorsion. Quand le gouvernement Legault a décidé de donner 500$ à tout le monde, tu crées une distorsion fiscale. Tu le sais. Mais on dirait que le message des gouvernements, c'est on veut faire des choses qu'il y a des gens qui ont une perception directe. Là. L'évitement, c'est de dire que on fait des gestes on veut que ça touche les gens directement puis qu'il y a un symbole, mais c'est des changements macroéconomiques qu'il faut opérer qui n'ont pas d'incidence immédiate sur le monde. Et donc, on dirait que la façon de faire adhérer le monde à ton plan, c'est de leur garrocher du cash. Puis ça, on le fait au fédéral, au provincial. On crée des allocations, on crée des affaires, mais l'évitement, c'est de dire que
qui a une responsabilité individuelle aussi qui est plus simple. Puis là, il y a du monde qui apprennent à jouer avec ces systèmes-là. Puis on fait comme s'il n'y a personne qui jouait à ça. Donc, on a de l'évitement au gouvernement en masse. Puis là, le lien avec l'inflation, c'est quoi? Ben, le lien avec l'inflation, c'est de dire, tu veux dire avec l'évitement gouvernemental? Oui, j'essaie de voir le lien. Ben, mais non, je veux dire, tu me dis, le gouvernement fait-il l'évitement? On a l'inflation, entre autres, mais je t'ai donné plein de liens avec l'évitement. Si tu parles de l'inflation, moi, je trouve ça plate, c'est que le gouvernement fait de l'évitement dans son discours. Le OK, gouvernement ne contrôle pas l'inflation et OK, le gouvernement ne contrôle pas l'offre et la demande. La Banque du Canada, qui est un organisme qui est indépendant du gouvernement, elle peut augmenter les taux, jouer avec le marché monétaire pour tenter de freiner l'inflation. Mais là, ce qu'on a présentement, c'est de l'inflation qui est due à une pandémie, une guerre, des problèmes sociaux, politiques, et ce qui fait en sorte qu'on a des goulots d'étranglement dans la production. Là, les ouais, gens ont la même demande, mais il n'y a plus d'entrée. Fait que là, il y a de l'inflation parce qu'il manque d'affaires. Et ça, le gouvernement ne peut pas contrôler ça du jour au lendemain, ni en envoyer un chèque. Puis il ne peut pas non plus augmenter les taux d'intérêt à la Banque du Canada. Même si la Banque du Canada est indépendante, la BDC pourrait dire hey, pour freiner l'inflation, là, on devrait donner un coup de 2. Si tu donnes un coup de 2 là, il y a du faillite au coin de la rue. Là. Il y a de la faillite au pied carré. Moi, ce que je trouve le plus grand évitement gouvernemental, c'est de dire, de faire croire aux gens qu'il y a des solutions magiques. Puis qu'il y a des. mmh, Non, c'est gros. Puis c'est l'équilibre. Hey, puis ça, c'est l'autre affaire. La pire affaire que j'ai entendue, c'est on va sortir les gens de la pauvreté. Je trouve ça épouvantable. Au Canada, on a des mécanismes pour aider, pour contrer la pauvreté, mais le prix que je paye, ce micro-là, je l'ai payé un prix. Cette tasse-là, je l'ai payé un prix. C'est quoi? C'est le prix d'équilibre. Il y a des gens pour qui ça coûte rien. Il y a des gens pour qui c'est matériel. Et donc, le prix d'équilibre, c'est l'offre et la demande. Moi, je suis prêt à payer 7-8 piastres pour ça, puis il y en a un autre qui va payer 2 piastres. Mais pour que ça se vende 7-8 piastres, il y en a pour qui c'est facile, puis il y en a pour qui c'est dur. C'est ce qui ouais, est le prix d'équilibre en économie. Et ouais, donc, c'est comme gouvernement, tu te dis, tous ceux qui sont en dessous du prix d'équilibre, là, de leur capacité à payer le prix d'équilibre, là, on va les aider, on va leur donner plus d'argent. Mais tu vas déplacer le prix d'équilibre. Et donc, la pauvreté, elle est relative. Et c'est pour ça que nous, avec 30 000 ici, on n'est pas riche, mais dans un autre pays, on est riche parce que là-bas, le prix d'équilibre est à une autre place. Puis on peut mmh, faire de l'arbitrage géographique demain. Je peux me mmh, prendre un avion, me garocher dans un pays puis dire, moi, avec 100 000, je suis riche. Tu comprends? C'est ouais, ça un peu la game. ouais, 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 ouais. Hem, Petite question avant qu'on se laisse, mon cher. Tu parlais, dans une de tes capsules, à la radio, le ménage canadien est millionnaire. OK? Oui, ils ont dit ça, oui. Ils ont dit ça statistiquement. Ouais, bon. Le Hem, moyen, pas le médian, le moyen. oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu voulais dire là-dedans? Puis qu'est-ce que ça amène comme prise de conscience, ça? Et en quoi ça parle un peu de ce qui se passe pour les foyers moyens? Ben, un, c'est de comprendre qu'il ne faut pas regarder sa situation personnelle à 20 ans avec cette statistique-là. Mmh, Parce que prends une personne moyenne qui a contribué à son régime de retraite à 10 par année, puis qui paye sa maison, puis que sa blonde ou son chum paye sa maison, eux autres, c'est un ménage. Donc, de dire ouais, qu'une personne de 65 ans a 500 000 d'actifs, dont une partie REER qui est imposable au retrait, ça a l'air gros, le ménage est millionnaire. C'est un gros, c'est un titre, là, c'est un topic ouais, incroyable. Mais dans la vraie vie, c'est le travailleur moyen épargne en moyenne, donne un résultat qui est million pour deux personnes. Pourquoi? ouais, Mais parce que ouais, n'importe qui a un régime de retraite à prestation déterminée qui se fait promettre 50 000 à la retraite, faites le calcul. 50 000 pendant 20 ans, ça prend de l'argent. Donc, un couple qui a ça, c'est automatiquement des ouais, millionnaires sur papier. Et donc, il faut que tu comprennes que de devenir millionnaire en actif mmh, aujourd'hui, ce ouais, n'est plus la 649 de 1986, c'est un objectif moyen ouais, canadien. Ça fait peur, hein? Mais dans ta vie, dans le fond, tu sais qu'il faut que tu te rendes là ouais, parce que le système est fait de même. Et donc, 1 million, ça a l'air énorme, mais l'inflation, les gens le voient, là, ça vaut de moins en moins. Pour moi, quand quelqu'un me dit je suis millionnaire, je dis bravo en actif. Là. Tu sais, tes actifs moins tes passifs donnent 1 million, puis là, tu as l'impôt là-dessus. Mais tu peux pas faire ça de même, puis là, dire OK, je suis millionnaire. Non, c'est fini ce temps-là. Là. ouais, On n'est ouais, pas en 1986. ouais, ouais, ouais.
Écoute, ça m'a fait, vraiment plaisir de t'accueillir aujourd'hui, mon cher, Pierre-Yves. On va te Oui. suivre, autant sur, par l'écriture de tes livres, Mmh. hein. Je rappelle 3 livres, dont ton dernier, La facture amoureuse. Ouais, On a ouais, parlé quand même je vais te le aujourd'hui du montrer. couple, j'avais très hâte. Merci, Merci à toi. effectivement. Je trouve ça super qu'on puisse parler du lien entre les relations humaines, la psychologie et l'argent. On pourrait en parler pendant 35 heures, je pense. Oui, c'est important de détabouifier ça. On ne peut pas mettre ça ensemble. C'est des systèmes humains, ce sont des systèmes mentaux. L'argent, ce sont des représentations, c'est une C'est un outil. représentation mentale. Tu sais, c'est un outil, je dis tout le temps aux gens, tu sais, si tu craches sur le système financier, je comprends, puis je comprends d'où ça vient puis pourquoi. Ouais, Mais n'oublions pas qu'on n'est plus à l'époque du troc où j'échangeais une vache contre. euh, donc là, je peux segmenter la vache que j'ai élevée, pas moi, là, mais en plusieurs dollars, ouais, puis faire des micro-échanges. Hey, c'est le fun de pouvoir faire ça et de ne pas avoir à trouver un preneur contre ce que tu as à donner. Et c'est ouais, ça que ça a amené, tu sais. ouais. Oui, définitivement. Puis je pense qu'on est dans une époque où justement il y a une forte critique du système, mettons, là, sous toutes ses formes. Qui Alors, est on sait. justifié, là. Tu sais, il y a une raison qu'il y a des critiques à avoir. Ben, c'est parce que tout a toujours besoin d'être amélioré à quelque part, mais c'est parce que de là à vouloir améliorer quelque chose ou jeter un système au complet, il y a un écart entre les 2. Ben, le vrai critique que je peux faire au système capitaliste et où on en est rendu, c'est que c'est tellement complexe, puis il y a tellement des entreprises qui pourraient exister, doivent générer beaucoup de capital, puis il y a une barrière à l'entrée. C'est un peu comme tu parti d'une boulangerie, là. Et donc, il y a des monstres de concentration de pouvoir. C'est épouvantable que le capital soit dans les mains d'une seule personne et puisse avoir autant de pouvoir. Écoute, Elon Musk peut décider tellement d'affaires sur Terre. Un gars! Tu sais, il y a du pouvoir économique tellement grand. Même chose avec chez Amazon. Quand la richesse finit par. Ces gens-là ont tellement de pouvoir qu'aux États-Unis, tu sais, les plus riches ont dit on va inventer le Give and Pledge qui va dire on va donner une partie de notre fortune au décès pour pas qu'on crée des fortunes familiales qui vont avoir trop de pouvoir sur l'humanité. Je trouve ça quand même, d'après avoir cette prise de conscience-là, c'est intéressant. Oui, définitivement. C'est sûr que là, en ce moment, on a des espèces de titans là, qui peuvent littéralement décider de beaucoup de choses. Puis, mais je pense que c'est pas quelque chose auquel on pensait beaucoup, mettons, il y a une centaine d'années, là, tu sais, que ça serait Non, en tu train avais des jeux gars riches dans le commerce de détail. Tu sais, la famille Ouais, Walmart, c'est un bon exemple, les ouais, Walton. Tu sais. OK, ouais, ils sont riches, là, ils vendent des cossins, mais la marge de profit est grande sur le volume, mais ouais. c'est regarde les hommes ou les femmes les plus riches du monde, ou les Américains les plus riches du monde, les Américaines les plus riches du monde. Le top 10, il y a tellement de techno là-dedans, c'est des gens qui sont devenus les plus riches du monde en si peu de temps que si Ouais, tu extrapoles ça par en avant, ça fait peur. ouais, Et je suis ouais. le premier à peurer de ça. Mais est-ce que tu vois qu'il va y avoir une espèce de correction ou est-ce que c'est en discussion, ces modifications-là de gestion de fortune ou de Mais méga fortune? tu sais, le problème, c'est que le pouvoir américain est basé sur le financement politique, puis sur les jeux d'influence, puis sur Mmh, ces gens-là sont pesants. mmh, Tu sais, George Bush fils, heu, avait passé le No Bankruptcy Act, tu sais, pour aider, les gens, aider les banques à se faire payer, tu sais, par des gens qui ne payaient pas pour les empêcher de faciliter une banqueroute. Sur la carte de crédit, j'avais trouvé ça complètement fou, tu sais. Dans le fond, tu favorises un système. Puis ouais, regarde, avec la disparition de l'argent cash, ce que tu viens de faire, c'est que tu viens de dire: «On est tous obligés de passer par un système». Puis là, ouais, Visa et Mastercard, les marges de profit là-dessus, ça n'a aucun sens. Ils ne prennent pas de risques, les cartes de crédit. Ils sont des intermédiaires qui captent tes frais de transaction. Et donc, on dépense, puis ceux qui en bénéficient le plus, c'est du monde qui sont un système transactionnel. Mais que si mmh. je fais faillite comme commerçant, il va y avoir un autre commerçant, puis ils vont continuer à faire de l'argent. Donc ça, c'est inquiétant. Tu sais, il faut qu'on garde nos oreilles, nos yeux ouverts, si tu veux. Mmh. Est-ce qu'il y a je dirais des systèmes ou des pays, tu trouves, qui sont plus des modèles que d'autres ou de qui on devrait Ben, s'inspirer? Est-ce que tu as des théoriquement, idéaux là, financiers, toi? tu sais, si tu regardes le Québec dans l'Amérique du Nord, théoriquement, on est un des États/provinces où la redistribution au moins nanti, elle est une volonté politique. Puis c'est sûr que ça t'amène des ennemis. C'est sûr que moi, je paye de l'impôt. C'est sûr que ça me choque des fois. Tu sais, c'est tellement d'impôts. Mais en même temps, quand tu regardes notre société par rapport aux États-Unis, où tu sais, il y a du monde qui choisissent de ne pas se faire soigner parce que la facture à l'hôpital sur certains traitements est trop élevée, tu sais,
je trouve que nous, on a quand même une tentative d'une certaine égalité des chances minimalement, parce que c'est jamais égal. Mais c'est sûr que, je vais dire de quoi d'un peu fou, mais le communisme théorique a un sens que tout le monde a une chance égale, mais c'est pas humain. Le problème, c'est qu'il y a toujours du monde qui veut se démarquer. Puis si tu as un système où tu redistribues tout, peu importe l'effort, il y a des gens qui vont tricher. Fait que ça marche pas. Le communisme ne fonctionne pas. L'humain n'est pas fait pour ça. Maintenant, dans le capitalisme, je pense que l'impôt est un mécanisme. Il faut rentrer dans la tête de ceux qui ont de l'argent. L'impôt, ce n'est pas une facture aux riches. L'impôt, c'est la protection de tes droits. Puis j'explique souvent ça en disant, si tu es milliardaire ou multimillionnaire, la société protège ta maison, protège ton droit, protège tes actifs, protège ton entreprise. La police travaille implicitement pour toi, le système de justice aussi. Et donc, c'est normal que tu en payes plus parce que toi, tu en bénéficies plus que moi ou que le voisin. Et donc, au lieu de te payer une milice pour te protéger puis de protéger tes actifs physiquement, il y a un système qui te protège. Puis il y a des routes qui transportent tes matériaux. Donc, l'impôt, pour moi, c'est le côté théorique qui est bien, c'est-à-dire c'est une redistribution de richesses pour aider les riches à garder leur richesse aussi. Fait qu'ils en profitent de l'impôt aussi. Mhm. Bien, est-ce que tu trouves que pour l'impôt qu'on paye, il y a un retour qui est, je dirais, de qualité proportionnelle à ce qui est payé Ah, dans mais ça, l'impôt? c'est le grand débat, hein, parce que moi, je trouve que j'ai une école primaire qui est ordinaire, mais tu sais, que c'est une école primaire qui est là. Ils tentent de la rénover depuis 6 ans, donc là, ils vont finir par y arriver. Hum, Tu sais, quand je vais dans les hôpitaux, je vais attendre, mais crime, une fois que je suis dans le système, on va me faire soigner. Mais c'est sûr que plus tu payes, chaque fois que tu gagnes $1 de plus, c'est 53,31 d'impôt quand tu finis par faire 200 quelques mille et plus. Puis ouais, là, tu te dis, crime, je vais-tu payer tout cet impôt-là? Puis là, je gagne un autre 100$, je vais donner 53$ aux autres. Puis là, tu te dis, j'en ai pas plus pour mon service personnel. Fait que tu peux pas regarder ça de même. Tu sais. Mais c'est sûr que je trouve bizarre qu'au Canada et au Québec, on crée de plus en plus de dépenses. Puis, tu sais, notre gouvernement a fait le choix. D'accord, tu as fait ce choix-là, mais as-tu enlevé un autre choix? Parce que là, on n'a pas plus de ressources tant que ça. Là. ouais, Donc, c'est ouais, tout le temps dépenser plus, donner plus de cadeaux, mais enlevez-vous des cadeaux des fois, puis dire on va déplacer nos besoins ailleurs. ouais, C'est pas clair. ouais, ouais, ouais. Effectivement. Écoute, je te laisse aller là-dessus, mon cher. Bien, Merci merci. énormément. J'espère qu'on va se reprendre. Ben Écoute, oui, on aura du temps de demander, on recalibrera nos horaires, ce qui n'est pas évident, mais on y arrive ouais, des fois. non, on a réussi. Fait que merci. On te suit au 98.5. Ouais, Tes livres sont vraiment excellents, extrêmement merci. bien vulgarisés. Je les conseille à tout le monde. Et ben, on se donne des nouvelles bientôt. À la prochaine, tout le monde. Bye, Pierre-Yves.